des corps qui te dégoûtent. Ça a été jusqu'au ce qui a sonné mon arrêt, moi. Et je l'ai dit à mon père, vraiment, je pense pour lui faire du mal, parce qu'il m'avait fait beaucoup de mal. J'ai fait ça pour trouver de l'argent, pour ne pas être dans la merde. J'avais pas le choix, en fait, tu vois. Les gens pensent qu'on gagne 10 000 euros par mois, qu'on est richissime, etc. C'est faux. Mon premier client, je me suis énormément attachée. J'en ai énormément souffert parce qu'il en a aussi un petit peu profité. J'ai vécu des trucs tellement hard. Franchement, moi, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui m'atteint. J'étais obligée de me remettre sur pied parce que j'avais des côtes cassées et tout. Ils me le diront jamais, hein, mais je sais que je salis la famille pour eux, tu vois. Tu peux pas être 100% en accord avec ton féminisme. Tu fais ce que tu veux de ton corps jusqu'au moment où le client arrive chez toi. S'il a envie de faire ce qu'il veut de ton corps, il le fera. Et ça aussi, c'était un peu malsain, mais plus t'es jeune, plus il kiffe. Le monde est petit, quoi. Et il m'a reconnu. Lui était avec sa femme et ses enfants. Je sais qu'elle est pas très fan quand je raconte cette histoire, mais faut dire la vérité. Bienvenue dans mon podcast Dernier Verre. Comme vous le savez ici, on parle de développement personnel, mais également de parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Thaïs qui va nous raconter son histoire. Elle a été escort girl pendant 2 ans. Elle va nous raconter comment elle est tombée dans ce milieu, qu'est-ce qui s'est passé et comment elle en est sortie aujourd'hui et comment elle va. N'hésitez pas à lui poser vos questions en commentaire, toujours dans la bienveillance évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue. Merci à toi. Je suis très contente de te recevoir. Moi aussi. Et de te rencontrer aussi. Comme on l'a évoqué un petit peu, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai donc des petites questions sur le avant, le pendant et le après. Comment toi tu te définirais maintenant avec tout ce que tu as vécu, la personne que tu es, etc. Comment tu te présenterais à l'heure d'aujourd'hui ? Donc du coup, je m'appelle Thaïs, j'ai 26 ans. J'ai été escorte pendant 2 ans et demi de ma vie, mais je me définis pas du tout comme ça du coup. Aujourd'hui, j'essaye de me reconstruire et j'essaye surtout d'en faire quelque chose, de tirer un petit peu du positif de mon expérience qui a été très négative pour faire de la prévention maintenant sur les réseaux. Donc voilà, et féministe engagée. C'est le but de ta parole, parce que c'est vrai que je vois beaucoup d'interviews sur toi. Donc vraiment, le but dans tout ça, c'est plus de faire de la prévention, Ouais, de faire de la prévention, de ramener un petit peu de nuance où il y a beaucoup de clichés. C'est un métier où on entend beaucoup de choses à droite, à gauche, de personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les connaissances de cette activité. Donc voilà, c'était ramener un petit peu, de casser un petit peu tous ces clichés et faire beaucoup de prévention parce que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de femmes, de très jeunes femmes et c'est important d'en parler, quoi. C'est quoi, toi, un petit peu les idées reçues, les clichés que tu avais sur ce métier avant de te lancer dedans ? Moi, de toute façon, j'avais que le modèle de la télé, des films, des séries. Donc, c'était une vision très romantisée, très glamourisée, mais qui faisait toujours un petit peu peur. Je pense que j'avais pas conscience des dangers, des moments hyper malaisants. C'est beaucoup de gêne. C'est une activité très compliquée. C'est des gens, voilà, quand on voit le client basique dans les séries, dans les films, c'est toujours un homme, voilà, très beau, riche. C'est pas du tout représentatif de la réalité. Donc j'avais lu une série de livres quand j'étais petite, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Escort Girl, je crois. Et c'était une série de livres sur 1 an, et l'auteur en sortait 1 par mois. Et c'était une fille qui devait un petit peu rembourser les dettes de son père, et qui du coup s'était lancée dans l'escorting, sauf que chaque histoire avait l'air incroyable. Dans le sens positif pour elle. Ouais. Et du coup, je lisais ça, et moi, c'est un petit peu le premier, j'étais petite, tu vois, le premier contact que j'ai eu avec ça, et je me suis dit, mais ça a l'air trop cool. Et en fait, pas du tout, dingue, finalement. Ouais. Mais c'est fou, cette façon qu'on a de romantiser un peu la chose. Ouais, puis ce truc on a l'impression que le client ne te fera jamais de mal, qu'il sera toujours gentil avec toi, alors que la plupart, que tu tombes sur le prince charmant. Ouais, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Parce que toi, comment ça s'est passé la première fois que tu t'es lancée ? Ça a été quoi ton déclic de te dire, ok, c'est bon, je me lance ? Moi, c'était surtout financier, c'était beaucoup de problématiques financières. Je venais d'arrêter mes études, enfin, je venais de terminer mes études. Je cherchais, comme tout le monde, quand tu obtiens ton diplôme, un CDI, n'importe quoi. Ça a mis beaucoup de temps avant de se présenter à moi, donc j'avais pas le choix en fait. J'ai dû trouver des solutions et j'étais dans un engrenage à l'époque psychologique hyper compliqué. J'avais peur de tout, de prendre les transports, j'avais peur de sortir de chez moi. J'étais bloquée en fait. Et souvent, je postulais à des entretiens, j'y allais, on me rappelait, on me disait que j'étais prise et j'arrivais pas à y aller en fait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit que pour payer mon loyer, là, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai posté une annonce et c'est parti comme ça. J'ai pas trop réfléchi. Sur le moment, en tout cas, j'ai pas trop réfléchi. Ok. Quand tu dis que c'est venu à toi, on te l'a proposé, on te l'a suggéré ou c'est... Pas du tout. Pour le coup, ça a été vraiment... Je me rappelle pas vraiment ce soir-là le cheminement vraiment dans ma tête, mais ça a été quand même assez très rapide dans le sens où je me suis dit, sur le moment vraiment, c'est ce que je me suis dit, mais c'est plus ce que je ressens maintenant. Je me suis dit, le sexe c'est assez facile pour toi, t'as des compétences, on va dire.
vas-y, tu vois, trouve une solution. Et ça, c'était le seul moyen aussi d'avoir beaucoup d'argent rapidement, parce que trouver un emploi et attendre 30 jours pour avoir ta paye, etc., moi, c'était pas possible. C'était vraiment de l'urgence. Donc c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Ouais, plus par précarité que par vraiment juste envie. Par précarité, ouais. Et comment ça s'est passé, ton tout premier rendez-vous ? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu t'imaginais ? Est-ce que ça t'a un petit peu cassé Non, l'image ? ça s'est plutôt très bien passé. C'était un homme de mon âge, donc déjà, j'avais ce truc un petit peu plus confiant de me dire que je me sentais proche de lui, tu vois, de par notre âge. Il était gentil, courtois, poli, tout ce que tu veux. Quand il est arrivé, je l'ai même trouvé beau et tout, donc je me suis dit... Pour un premier, franchement, ça va. Je pense que ça a été là tout le problème, parce que si le premier s'était mal passé, si ça m'avait peut-être un petit peu dégoûté, je ne sais pas si j'y serais vraiment retournée. Et après, je me suis énormément attachée à ce client que j'ai gardé tout le long de mon activité, sans le faire payer. Je précise parce qu'après, du coup, attachement, t'es un peu bête. Donc, il a certainement profité, mais ça s'est plutôt bien passé. Et est-ce que tu as des expériences, du coup, après ça, qui se sont un petit peu mal passé, on va dire ? En fait, t'avais le client, t'avais plusieurs types de clients. T'avais celui qui arrivait avec le sourire, vraiment qui avait à cœur de passer un rendez-vous un petit peu sympa, qu'on ait l'impression limite d'avoir un échange naturel, d'oublier un petit peu leur contribution financière. Tu vois, il y en avait qui arrivaient dans cette optique-là, donc très très sociable, très gentil et tout. Et après, t'avais ceux qui arrivaient vraiment froids, fermés, en mode ils sont là pour une chose, ils veulent pas te parler, ils veulent pas que tu leur parles. Et du coup, ça se passait mal parce que quand tu sens que le climat, c'est hyper froid, etc., toi, tu te braques automatiquement. Donc là, ça se passait mal. Et après, il y avait ceux qui bien sûr, dépassaient mes limites, ceux qui respectaient pas ce pourquoi ils avaient payé. Et là, ouais, ça a été jusqu'au ce qui a sonné mon arrêt, moi. Pendant tout ce processus, justement, tout ce qui s'est passé pendant ton activité d'escort girl, est-ce que tu avais quelqu'un à qui te confier ? Est-ce que tu voyais un psy ? Est-ce que tu avais une meilleure amie ou quelqu'un ou ta famille à qui en parler ? Alors, je voyais pas de psy pendant mon activité. J'avais beaucoup de mal parce que j'avais peur d'être jugée. Je pense que je savais que c'était pas bon pour moi. Je savais que ce qui me rendait, entre guillemets, un petit peu faible psychologiquement, c'était aussi cette activité. Donc, je savais qu'une psy allait certainement m'aider ou vouloir que j'en sorte. Et sur le moment, c'était pas possible pour moi, déjà financièrement, et parce que j'étais pas prête à l'accepter. Donc, j'avais pas de psy, je suivais pas de thérapie. Par contre, mes amis, c'était elle ma thérapie, quoi. On en parlait beaucoup. Si j'avais peur d'un rendez-vous, si j'avais un doute sur le client ou quoi, j'envoyais, tu vois, la petite fiche avec son numéro, l'heure potentielle, et je leur disais, voilà, si à 18h, vous n'avez pas de mes nouvelles, faut s'inquiéter, quoi. Mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir des gens à qui en parler. T'as fait ça pendant combien de temps ? 2 ans, 2 ans et demi, mais on va dire 2 ans parce qu'il y a eu une grosse pause après l'agression. J'étais obligée de me remettre sur pied parce que j'avais des côtes cassées et tout. Donc 2 ans et demi, mais 2 ans à plein régime, quoi. Et à partir de là, t'as consulté J'ai pas tout de suite songé à aller voir une psy parce que j'étais encore dedans. Il m'a fallu, je pense... quelques mois pour vraiment m'en sortir, et après j'en ai vu ponctuellement, et là je recommence depuis peu de temps une thérapie, donc ça c'est plutôt un point positif, mais choisir d'en parler à un professionnel, c'est pas si facile que ça, quoi. Et pendant cette période-là, est-ce que tu assumais publiquement, par exemple, quand tu sortais avec tes amis, quand on te demandait ce que tu faisais dans la vie, est-ce que tu l'assumais publiquement, ou il y avait un genre de double identité à gérer, où tu voulais pas trop dire ? Ouais, je l'assumais pas. J'essayais d'éviter la question. J'avais plutôt de la chance. Je suis tombée sur des groupes de gens où ton métier ou ce que tu fais dans la vie, ça les intéressait pas trop. C'était pas les premiers sujets de conversation qu'on avait. Mais sinon, non, je le disais pas. J'avais honte et j'avais pas envie d'avoir toute la suite de questions qui vient après, tu vois. Et la majorité du temps, ça se passait via une application ou en ligne, en tout cas ? Ouais. C'était pas des clients que tu rencontrais en face, ou c'était plus en ligne et jamais, tu les rencontrais après ? Toujours sur un site internet. Après, j'ai trouvé ça relativement bien fait, dans le sens où sur ton annonce, tout est clair, tout est écrit, voilà, ce que tu fais, ce que tu fais pas, ton prix, etc. Faut juste un peu apprendre les codes. On parle pas en euros, on parle en rose ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, les clients te contactent. Donc voilà, moi, j'avais créé un nouveau numéro de téléphone. Les premières semaines, j'étais avec mon numéro perso. C'était horrible, j'ai vite changé de numéro, etc. Et après, ils t'envoient des SMS et tu tries, quoi. Tu tries. Tu tries en fonction du feeling que t'as, du ressenti que t'as. Ouais, c'est super compliqué de trier, parce que des fois, si tu veux, on m'envoyait juste bonjour, je sais pas, j'ai un truc au pif, Christian, 45 ans, je veux ça.
Bon, tu peux pas savoir, hein, juste avec ce genre de message, si le gars, il va être super sympa ou horrible, mais il y avait certaines formulations, il y avait certains... C'est du feeling, je pense que c'est l'intuition, tu vois, qu'on a tous. Et au début, c'était comme ça, et plus les mois passaient, et plus je leur disais que j'acceptais que les rendez-vous de personnes que j'avais eues au téléphone avant. Donc, je leur demandais de m'écrire un SMS, tu vois, et on fixait un appel, ça durait 3 minutes. Hein. Mais la voix, pour moi, ça en dit beaucoup sur une personne. Et au téléphone, rien qu'à la voix, à l'intonation, à la façon de parler, j'arrivais plus ou moins à sentir si ça allait bien se passer. Je me suis trompée des fois, mais globalement, c'était quand même plus rassurant pour moi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que des fois, tu t'es sentie en danger ou ou t'as senti qu'il y avait quelque chose de bizarre où tu voulais partir ? Ouais, il y a eu plusieurs fois. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je recevais principalement chez moi. À 90%, c'était chez moi. Et t'as jamais eu peur que... Bah en fait, j'avais peur de donner mon adresse. En fait, c'est 2 salles, 2 ambiances. T'as peur de donner ton adresse, t'ouvres aussi les portes de ton appart, où c'est un peu ta safe place, etc. Mais à côté, je me disais que je me sentirais encore plus en danger dans un endroit que je connais pas. C'était impossible pour moi et impensable d'aller par exemple chez quelqu'un d'autre, tu vois, à la limite à l'hôtel, mais chez quelqu'un d'autre ça me faisait trop peur. Moi voilà, je connaissais mon immeuble, je connais mes voisins, je sais que l'épaisseur des murs elle est pas hyper donc si je crie on m'entend, je me rassurais comme ça, tu vois. Et aussi j'avais ce truc de comme je te l'ai dit, j'avais peur des transports, j'avais des blocages à sortir de chez moi et je savais que j'aurais annulé énormément de rendez-vous si j'avais fait ça à l'extérieur. Il y en a 2 ou 3 que j'ai vus à l'extérieur. Dont un que j'ai vu une fois à l'hôtel et après on s'est vu chez lui pendant quasiment tous les jeudis pendant 1 an. Mais parce que voilà, totale confiance, très gentleman, très bien éduqué, très gentil. Donc j'avais pas de doute. Mais sur les autres, non, c'était impensable. Et c'est quoi généralement Est-ce qu'il y a un client type ? Le genre de personnes qui font appel à des escortes. Est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui ne le disent pas ? Ouais. Bon, aussi, ils le disent, ils sont fous. Ah, ils l'assument Ah oui, bah déjà, tu vois l'alliance, souvent. Ils la gardent. Il y en a qui te l'enlèvent, mais tu sais, en été, t'as la petite marque de bronzage, donc bah, je le vois. Puis moi, après, bon, forcément, si tu me demandes mes valeurs personnelles, je vais pas cautionner la tromperie. Après, si tu trompes ta femme ou quoi, moi, j'en ai rien à faire, si tu veux. Donc, c'est ton problème. Pour le profil type, je m'attendais à avoir un profil type. Moi, j'avais un peu, bah, tu vois, si tu me demandais tout à l'heure un peu les clichés que j'avais moi-même avant, je m'attendais vraiment à avoir que des hommes qui avaient de l'argent. Parce que moi, je considère que c'est quand même un petit luxe à s'offrir, tu vois, et que si tu galères déjà à faire tes courses, tu vas pas aller te payer une prostituée, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Et en fait, non, c'est vraiment, on te négocie, mais il y en a, ils sont vraiment à 10 € près, quoi. On m'a fait négocier tu peux m'enlever 10 €, tu peux m'enlever 5 €. On te négocie. Donc, il n'y a pas vraiment de gens, il y a de tous les milieux sociaux. J'ai vraiment eu des clients richissimes, des clients au chômage, des clients très vieux, des clients très jeunes, de toutes les religions, de toutes les origines ethniques différentes, etc. Donc non, pas de clients type, mais beaucoup de clients en couple ou mariés en tout cas. Ok. Et ils justifiaient ça comment ? Ils t'en parlaient ? Est-ce que des fois, on faisait appel à toi autrement que pour le sexe, ou ne serait-ce que pour discuter, ou pour avoir une... Alors ça, je pense que c'est un petit peu un cliché que tout le monde a parce que souvent on me demande, tu vois, la différence entre une prostituée et une escorte. Et les gens ont tendance à croire qu'une escorte, un peu comme dans les films, elle est là pour t'accompagner au resto ou parler avec toi et tu vas être payé après. Franchement, je pense que ça n'existe pas. C'était le cliché que j'en avais du coup à la base. Moi, j'ai jamais vu ça. Je pense que oui, j'ai eu des conversations, j'ai eu des clients qui m'ont parlé, même après que l'heure du rendez-vous est sonnée, ça continuait de me raconter sa vie, tu vois. Mais jamais on m'aurait dit juste non, mais moi, j'ai juste besoin de parler. C'est arrivé une fois. Qu'on ne passe pas à l'acte parce que du coup il avait tellement parlé que je lui ai dit bah là il te reste 5 minutes donc c'est un peu chaud mais c'était bénéf pour moi et de toute façon je pense qu'il n'était pas dans le mood de ça, il avait lui pour le coup besoin de parler mais sinon non ils vont peut-être parler avec toi mais t'inquiète pas qu'ils vont pas oublier le premier truc pour lequel ils sont venus hein. Et est-ce que ça c'est une des questions qu'on m'a posées du coup sur Insta pour toi que je comptais garder pour la fin parce que je vais poser des questions que vous nous avez posées à la fin pour Thaïs mais il y a une question qui me vient en tête qui du coup se prête au sujet dont on parle maintenant, c'est le rapport que toi, t'avais à ton corps. Pour toi, c'était une forme d'appropriation de ton corps et tu sentais vraiment que tu gérais la situation ou est-ce que des fois, tu te sentais peut-être un peu utilisée ou salie, même si j'aime pas trop ce terme-là Quel rapport t'avais, toi,
une fois que ça s'était fini? Moi, avant de commencer cette activité, j'avais plutôt un bon rapport à mon corps, dans le sens où je pense qu'on a tous plus ou moins grandi voilà, avec un rapport compliqué. Quand tu es au collège, quand tu es au lycée, tu te focuses beaucoup sur les normes, sur la société, sur ce que les gens attendent de toi. Moi, en grandissant, j'ai appris à aimer mon corps comme il était, même si on a tous nos humeurs, tu vois. Des fois, tu te trouves fraîche et le lendemain, tu vas te trouver horrible, mais ça, je pense, c'est un truc de meuf. Mais quand j'ai commencé, j'avais vraiment ce truc de je suis hyper à l'aise avec ma sexualité. C'est aussi pour ça que j'ai envisagé cette solution-là. Et après, le rapport s'est biaisé petit à petit, tu vois. J'ai perdu, je pense, confiance au fur et à mesure des années parce que déjà, ton corps, ça devient ton outil de travail. Et moi, j'avais la pression sur ça, c'est-à-dire que, tu vois, je sais pas, c'est un truc au pif, mais t'as un poil incarné ou un truc comme ça. Tu te dis, putain, j'ai un rendez-vous demain, c'est chaud, tu vois. Tu travailles dans un bureau, Brigitte de la Conta, elle s'en fout de ton poil incarné, tu vois. Donc ça c'était compliqué de toujours devoir être parfaite, tu vois, enfin parfaite entre guillemets, de toujours être épilée, apprêtée, maquillée. Ça c'était dur parce que du coup mon corps devenait un peu le truc au centre de ma vie, alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'en faire, tu vois. Mon corps il est là parce que je suis là et que j'existe, mais c'est pas non plus une obsession pour moi. Le client qui venait me voir aussi parce que mon physique lui plaisait, tu vois. Il y a des hommes qui vont être intéressés par les femmes plus minces, d'autres les femmes plus rondes. Moi j'étais dans cette catégorie-là et c'était ok. Donc à partir du moment où ils venaient pour ça, je savais que c'était leur truc à eux. Et j'ai jamais été rabaissée, on m'a jamais dit t'es moche ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça s'est plutôt bien passé. Par contre, après, mon rapport à mon corps, il a complètement changé. J'ai arrêté l'escorting, j'ai pris quasiment 15 kilos parce que je pense que je gardais tout. En fait, sur le moment, pendant 2 ans, j'étais tellement focus ou quoi, mais vraiment sans rien faire, hein, sans manger, sans faire spécialement un truc de fou. Hein. Juste mon corps, quand j'ai arrêté, tout est arrivé, tout s'est relâché. Et ça, c'est plus compliqué maintenant, tu vois. Après... j'ai ma petite vie, j'ai mon couple, j'essaye de passer au-dessus, tu vois. Mon homme me dit que je suis belle tous les jours, bon, c'est sympa. Mais moi, dans mon regard à moi, ouais, ça a un petit peu changé par rapport à avant, tu vois. Mais je pense que ça fluctue beaucoup en fonction des Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais totalement OK avec ce que tu faisais, ou est-ce que à chaque client, peut-être que c'était le coup de trop et tu essayais de tenir et de tirer un peu sur la corde, ou est-ce qu'il y a des moments où tu étais 100% OK avec ce que tu faisais? Bah... J'étais OK avec ce que je faisais dans le sens où j'essayais de ne pas me flageller et de ne pas me juger moi-même. Mais je savais qu'il y avait un peu ce truc moral derrière voilà, qui n'était pas acceptable. C'était quand même... c'est des chocs hein, pour ton corps, même de te donner autant. Enfin, de te donner... voilà, mais c'était vraiment compliqué. Donc je me jugeais pas. J'étais OK avec ce que je faisais. Quand le client partait et que j'étais payée et que c'était fini, j'étais contente, soulagée. Pas contente, mais soulagée. Mais ça m'empêchait pas de recommencer le lendemain, tu vois. Donc oui, je pense que j'étais OK. Mais je savais au fond qu'il y avait un truc pas normal. Le simple fait, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas assumer ce que je faisais devant des gens, des inconnus qui me demandent, ça montrait bien qu'inconsciemment, je savais que c'était pas bien, entre guillemets, tu vois. Et ça t'est déjà arrivé, j'imagine qu'il y a des clients qui te respectent plus que d'autres, ou qu'il y en a qui te payent pas, du coup, à la fin? Ouais. Ça m'est arrivé. Alors, parce que ça, tu peux pas le gérer à l'avance une fois qu'il veut pas. J'ai pas toujours été très maligne dans le sens où moi, je suis quelqu'un dans la vie qui, voilà, je suis assez sociable, je fais confiance aux gens. J'essayais, malgré tout, de leur faire passer des bons moments. C'était pourquoi ils payaient. Moi, j'étais souriante, polie, etc. Quand ça m'arrivait des fois, il y en avait qui me faisaient 2-3 blagues par message avant de venir, on rigolait bien et voilà, tu vois. Et des fois, dans le mouvement du truc, t'oublies de demander d'être payé avant. Et eux ne vont pas te le rappeler. Donc, forcément, il y a eu des moments où... Voilà, le client qui a l'habitude, tu le vois tout de suite. Hein. Il arrive, il te sort les billets, il te le met sur un petit coin, sur un buffet, sur un truc chez toi, tu vois. Il va pas te le dire. Mais tu le vois faire. En fait, c'est un truc dans ce milieu où... il n'y a pas ce moment où on se parle et où on se donne vraiment l'argent de main en main, tu vois. C'est un truc en mode, c'est implicite, on le sait, je le pose, tu le sais, c'est là. Et il y a eu un moment, même 2, où ouais, il a claqué la porte, salut et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'argent et quand je le rappelle, bloqué de partout, tu vois. Donc, bon, bah, j'ai pas été très maligne, mais sur la fin, voilà, je veillais vraiment à être payée avant. T'avais tes copines à qui tu te confiais. Est-ce que t'avais des amis qui faisaient la même chose que toi?
Pas du tout. À qui tu pouvais parler? Non, t'en as pas rencontré Pas du tout. Au tout début, sur le site sur lequel j'étais inscrite, j'ai trouvé une fille, je sais pas, elle avait l'air sympa sur ses photos, on devait avoir le même âge, je me suis dit vas-y, je vais lui demander 2-3 conseils. Elle a été très froide au début, je pense qu'elle croyait que c'était peut-être une arnaque ou un truc comme ça, je lui ai envoyé un vocal, elle s'est calmée direct et tout. Elle m'a donné 2-3 conseils, mais... je pense que même elles ont pas envie d'être amies avec... Enfin, je pense pas que t'aies envie d'avoir une amie comme ça. Enfin, c'est pas du tout contre elle ou quoi, mais toi, tu vis déjà ce truc un peu difficilement. T'as peut-être pas envie d'en parler tout le temps. Et j'avais peur de ce truc de s'entraîner un peu à deux, tu vois. Ok. Oui, je vois. Puis d'en parler tout le temps, c'était lourd. Moi, j'avais besoin vraiment de couper. Ouais, de couper avec ce que je vivais la semaine. Souvent, je prenais pas de clients le week-end. C'était très rare, tu vois, pour avoir... ce semblant de vie, de travail un peu comme les autres, tu vois, genre comme mes potes qui travaillaient pas le week-end. Ouais, genre de je travaillais routine. pas le week-end, ça m'arrivait, mais c'était rare, tu vois. Parce que du coup, tu nous disais que toi, t'as commencé par précarité financière. Ouais. Pour vraiment subvenir à tes besoins et vraiment pas pour le kiff de faire une activité comme ça. Sûr. Du coup, tu travaillais vraiment à la hauteur de ce que t'avais besoin financièrement? Ouais. Ou est-ce qu'après, t'avais l'appât du gain de te dire toujours plus pour avoir plus? Alors, non, l'appât du gain du toujours plus pour avoir plus, je me le suis jamais dit. Par contre, j'avais un carnet que je tenais vraiment très très bien, où j'écrivais vraiment, voilà, là, ce mois-ci, t'as tout ça à sortir, en termes de charges, en termes de, je sais pas, il y a des mois où t'as plus de trucs à payer que d'autres ou quoi. Donc, je calculais tout à l'avance. Je calculais combien de clients j'avais besoin en fonction de, tu vois, je sais pas, j'ai un prélèvement le 15, bah, je sais qu'avant le 15, je dois faire, je sais pas moi, 3 clients, donc je les cale. Et je faisais mes petits calculs comme ça. Après, quand il restait de l'argent, c'était bénef, tu vois. Je me faisais des petits kiffs, mais plus en termes de, voilà, j'allais au resto avec mes copines, j'allais boire des coups, mais rien d'extravagant, tu vois. Je faisais pas du tout ça pour m'acheter des fringues ou du matériel, en tout cas. Ok. Et le soutien de ta famille, du coup, je voulais aussi t'en parler. J'imagine que tes parents n'étaient pas au courant avant que t'allais te lancer. Ouais. Comment tu leur en as parlé la première fois? Est-ce que c'était vraiment par détresse vers la fin? Non, c'était plus... En fait, j'étais à une période qui financièrement était très très compliquée et mes parents le savaient, on en avait parlé, etc. Mais on m'avait pas vraiment... Alors attention, hein, je demandais pas à ce que mes parents me donnent je sais pas combien ou quoi. C'était vraiment une petite aide ponctuelle à un moment où... je suis diplômée, j'attends juste de trouver le bon moment. Psychologiquement, ça allait pas. J'aurais aimé qu'on m'aide aussi à pourquoi pas me payer une thérapie à ce moment-là. J'ai pas pu le faire, tu vois. Alors, je l'ai dit qu'à mon père. Au début, c'est mon père qui l'a dit à ma mère. Bon, moi, je l'ai même pas dit à ma mère. Et je l'ai dit à mon père vraiment. Aujourd'hui, je le regrette un peu sur la façon dont je l'ai fait, mais je pense pour lui faire du mal parce qu'il m'avait fait beaucoup de mal. Il a eu des mots, des phrases hyper dures. Et j'avais jamais l'impression d'être à la hauteur. Depuis toute petite, hein, j'avais une fascination pour mon père et pour le rendre fier. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait autant d'études. J'ai toujours cherché à me cultiver de plus en plus justement pour lui, parce que mon père est un homme assez cultivé, etc. Et j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était jamais assez. Et il y avait aussi cette barrière, voilà, mes parents habitent pas à Paris, donc j'avais cette distance géographique qui était assez compliquée. Et eux, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient, quoi. De pas me voir pendant 9 mois, c'était pas grave, alors que moi, j'en souffrais. Et un jour, il y a eu un espèce de quiproquo où mon père, j'avais pas été très maligne, mais au tout début, j'avais dû déposer une petite somme de liquide sur mon compte. Ma banquière a dû dire à mon père, c'est bizarre, ça sort d'où cet argent? Mon père qui commence à me dire, mais non, mais tu deals, tu vends de la drogue. J'étais là en mode, mais non, mais pas du tout. Parce que la banquière connaissait personnellement ton père, du coup? Ouais. C'est un truc... c'est vraiment une façon de t'infantiliser encore, tu vois, genre... et du coup, je lui ai dit, mais non, mais c'est bon, mais je fais la p***. Et je lui ai dit comme ça, quoi. Et ça a été le début d'une guerre, quoi. Ça a été... Enfin, d'une guerre. Une guerre un peu silencieuse parce qu'il a vraiment coupé contact avec moi. Il a essayé au début de me dire mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'il a même été un peu dans le déni à un moment d'y croire ou non. Et après, on s'est vraiment plus parlé. Et ta mère non plus? Ah oui, et après du coup, mon père l'a dit à ma mère. Et franchement, je me rappelle pas spécialement de la réaction de ma mère. Je pense pas qu'elle ait eu une réaction très...
pas comme si j'avais envie de dire qu'elle s'en doutait, mais je pense que ma mère me sentait capable de ce genre de choses. Donc elle n'a pas été choquée et je pense qu'elle n'a pas mesuré l'ampleur. Je pense que déjà il y a ce truc de, c'est pas pour les dénigrer ou quoi, mais il y a quand même un décalage entre ta petite vie en province hyper tranquille et quand t'es confronté à tout ce qui se passe sur Paris en termes voilà, de société, de harcèlement, le féminisme ou quoi, il est pas le même, tu vois. Donc je pense que ma mère n'avait pas conscience de tout ce que je pouvais vivre en tant qu'escorte à Paris à 22 ans. Je pense qu'elle était aussi dans le déni. Donc après on a coupé court, on a coupé contact avec les deux. Et j'ai continué pendant quasiment... là, ça faisait à peu près 6 mois là, quand je leur ai dit. Et j'ai continué pendant du coup 1 an et demi. Et, 1 an et demi où tu n'étais pas en contact avec tes parents? Non, du coup. de temps en temps. On avait un petit contact. C'était jamais des contacts gentils. Hein, mais j'avais un prêt étudiant, tu vois, qu'il fallait gérer parce qu'ils étaient caution dessus. De temps en temps, on se parlait pour ça. Mais rien d'autre, quoi. Rien d'autre. J'imagine que si tu l'as... C'est ce qu'on disait un petit peu toutes les deux avant. Si tu l'as balancé de cette façon-là, c'était un petit peu pour... comme un appel à l'aide. Ouais. Qui a été reçu totalement à l'opposé de ce à quoi tu t'attendais. Ouais. Parce que du coup, ils l'ont pris plus de façon très virulente et pas de façon... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas cherché à savoir comment t'allais, ouais. Comment faire pour t'en sortir. En fait, eux, ils ont pris ça limite pour de la provocation un peu, tu vois. Okay. Je pense que ils ont une vision un petit peu provocatrice de moi depuis que je suis ado. Et j'aimerais bien dire à mes parents qu'il faut arrêter avec cette image. Et je pense qu'ils ont vraiment cette image-là. Quand j'étais ado, j'étais un petit peu faux-folle, tu vois. Je faisais pas mal de petites bêtises et tout. Mais vraiment, j'étais pas une délinquante non plus. Mais j'avais ce truc un petit peu provocateur de... voilà. Et je pense que mes parents sont restés vraiment sur cette vision alors qu'on évolue, tu vois. Et ils l'ont pris comme ça, comme une grosse provocation, limite comme contre eux, en fait. C'était limite, je fais ça pour vous faire du mal, je fais ça pour vous atteindre vous. Alors que pas du tout. J'ai fait ça pour trouver de l'argent, pour ne pas être dans la merde. J'avais pas le choix, en fait, tu vois. Donc, Et comment tu l'as vécu, cette absence d'1 an et demi? Ah, c'était dur. Franchement, même encore aujourd'hui, quand je suis chez moi toute seule et que je ressasse un petit peu et que je pense à ces moments-là, j'arrive à ressentir les émotions que je ressentais, tu sais, quand t'as ce petit coup de blues, de cafard, de te rappeler une émotion que t'as eue à un instant T. Et franchement, ça a été dur parce que mes parents sont ce qu'ils sont, ils m'ont eu jeune, ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai pas du tout eu une enfance malheureuse, vraiment tout le contraire. Et dans le fond, on s'aime vraiment. Donc d'être sans eux, d'être vraiment, pour le coup, pour la première fois de ma vie, une adulte solo. Tu vois, même quand tu pars à 18 ans, t'as toujours tes parents qui sont là pour te dire t'as payé EDF, t'as vu tes copines ce week-end. Oui, là, t'es livré à toi-même, vraiment. Ouais, et ça, c'était dur. Et c'était très dur pour moi, pour la petite histoire, à cette période, parce que j'ai des copines qui sont très, très proches de leur maman, qui ont des très belles relations, etc. Et quand une de mes meilleures potes, sa mère l'appelait, j'étais souvent chez elle, etc. Et ça me tordait le cœur parce que j'étais un peu jalouse, tu vois. Enfin, pas jalouse, mais un peu envieuse. Et je me disais, putain, mais moi, j'attends que ça, que ma mère, elle m'appelle et qu'elle me dise je t'aime, ça va aller, on va s'en sortir, tu vois. Mais il n'y avait jamais ce truc du on. C'était toujours ce truc du tu fais de la merde, tu dois réparer, t'as mal agi, et c'était dur. Et tu les as recontactés du coup quand t'as arrêté pour leur dire que t'avais arrêté? Bah déjà, au moment de mon qui m'a fait arrêter cette activité, j'ai essayé d'appeler ma mère. Je sais qu'elle n'est pas très fan quand je raconte cette histoire, mais faut dire la vérité. Elle n'a jamais répondu au téléphone. Et j'ai appelé sa meilleure amie pour lui dire que j'avais été elle m'a jamais rappelé. Enfin, sa meilleure pote le savait et elle l'a dit à ma mère. Ma mère ne m'a jamais appelé après ça. Et donc là, on était sur la fin de l'activité, tu vois. J'avais pas décidé encore d'arrêter, mais de toute façon, physiquement, j'avais des côtes fêlées, etc. Donc je pouvais pas continuer. Et pendant cette petite période, je me suis dit, mais elle va quand même me parler ou quoi. Et au final, c'est jamais arrivé. Donc j'ai fini, moi, par lui renvoyer un message en lui disant, un petit peu après, quand j'avais rencontré mon mec, voilà, que j'avais rencontré quelqu'un, que j'avais vraiment arrêté définitivement cette activité, que j'essayais de me reconstruire, etc. Et petit à petit, on a repris contact. Voilà, elle aussi, sa vie a changé. Elle aussi, elle a rencontré l'amour. Je pense que ça a apaisé tout le monde. Et maintenant, on essaye de renouer une vraie relation. Même s'il y a une petite cassure, tu vois, je pense que ça se répare. Avec mon père, par contre, c'est plus compliqué. C'est un homme, déjà, donc c'est différent. T'as pas cette fibre maternelle qu'une maman peut avoir. Ma mère, je suis sa seule enfant. Oui, mon père en a 2 autres, 2 petites filles qui sont assez jeunes. Donc, je pense que ma mère, elle avait ce truc aussi de se dire... Et puis, parler de ses avec ton père, c'est compliqué. Oui. Lui,
tu peux pas demander à tes parents de comprendre ça. De toute façon, moi, j'ai tiré un trait sur le fait de leur demander de comprendre. C'était pas possible, tu vois. C'était pas possible. Moi, mon père m'a dit des trucs horribles. Il m'a dit que j'allais finir dans le caniveau, que les seuls... Il m'a envoyé une photo d'une Ford Escort, la voiture, en me disant que c'était les seules escortes qu'il connaissait et qu'il respectait. Aujourd'hui, j'en rigole un petit peu avec mes potes quand on en parle, mais sur le moment, c'était... c'est violent, ouais. C'était hyper violent, et ils se rendaient pas compte à quel point faire de l'humour à ce moment-là, c'était hyper malvenu, etc. Et moi, tu vois, si je t'en parle encore aujourd'hui, c'est que cette phrase, elle me hante, et elle va me hanter pendant peut-être toute ma vie, tu vois. Mais je suis vraiment désolée d'entendre ça, déjà. Oh, même les rapports avec ta mère. Parce que c'est vrai, sans rentrer dans les détails, évidemment, elle a ses raisons, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, face à une situation qui les choque un peu, ils ont ce réflexe de se mettre à l'écart et de ne pas réagir parce qu'ils savent pas faire, et du coup, ils sont dans un espèce de déni. Mais du coup, ma question par rapport à ça, c'est comment on se reconstruit en tant que femme quand tu as été obligée, entre guillemets, financièrement, de vendre ton corps, quand tu vois que ta famille n'accepte pas, quand ils coupent les ponts. Tu m'as dit, juste avant le podcast, on discutait qu'ils ne voulaient pas que tu parles à tes petites sœurs. Ouais. Comment tu te reconstruis après tout ça, après coup, maintenant que tu prends un peu de la hauteur et que maintenant tu continues ta vie normalement, entre gros guillemets, mais comment tu te reconstruis avec tout ça ? Je pense que le temps, déjà, c'est ça la clé. C'est un peu bateau dit comme ça, mais en vrai, tout se guérit avec le temps. Il y a des choses que peut-être je pardonnerai jamais, mais que j'apprends à vivre avec, et de me dire que 2 ans de ma vie, j'ai pas envie que ces 2 ans-là influencent encore ma vie négativement, surtout dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Être seule, ça a été hyper dur, même si vraiment, encore une fois, je le redis et tout, parce que c'est important qu'elles l'entendent s'ils regardent ça, mais mes amies ont été vraiment la famille que j'ai pas eue, tu vois. Ça a été... elles ont fait même plus que ce que pour moi des amies normales, entre guillemets, font, tu vois. Et le fait de ne pas avoir de famille à ce moment-là, d'être seule, de chercher à survivre, de chercher des solutions, bah franchement, ça te rend fort. Ça, sur le moment, t'as l'impression que tu vas couler, que c'est la fin. J'ai pensé au pire plein de fois, tu vois. Mais... quand tu te dis que tu as réussi à dépasser ça, après, franchement, moi, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui m'atteint, tu vois. J'ai vécu des trucs tellement hard que maintenant, pour vraiment me faire du mal, ou me dire un truc qui va me faire du mal, faut y aller, tu vois. Donc, c'est dur. Mais dans un sens, faut garder le positif, et ça te forge. Vraiment, ça te forge. T'apprends à te débrouiller par toi-même. Et voilà, faut garder à l'espoir aussi que tout n'est pas figé, et que voilà, les relations, ça va, ça vient. C'est pas parce que là, on est encore dans une relation, on a l'impression qu'on apprend à se connaître. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais depuis que là, je refréquente mes parents, là, depuis cet été et tout, j'ai l'impression, limite, tu sais, on se connaît, enchanté, tu vois, on apprend à se connaître un petit peu, ils acceptent aussi le fait que j'ai changé, que j'ai évolué, que on a plus les mêmes avis, on n'est pas fait de toute façon pour être collé à nos parents toute notre vie, tu vois, on a besoin d'eux, c'est bien qu'ils soient là, mais on peut pas non plus courir après eux tout le temps, tu vois, s'ils ont envie d'être là, tant mieux, maintenant, s'ils ont pas envie, bah tant pis, tu vois. Et pour finir sur ce chapitre des parents, tu disais justement qu'il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas forcément dit. Ils te voient d'une certaine manière. Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà regardé les interviews que tu as fait justement pour voir un peu ton point de vue sur l'histoire ? Ma mère, oui. Mon père, je crois pas. Mon père, je lui avais envoyé la première interview que j'avais fait. Je crois qu'il m'avait dit qu'il regarderait. Après, par contre, j'ai eu tout son soutien. Quand je te disais que j'écrivais un livre, etc., j'ai eu tout son soutien là-dessus. Il m'a dit, si tu as besoin de raconter ton histoire, si tu as besoin... Parce que c'est un truc... Il y a un côté pro. Il y a un côté professionnel, tu vois ce que je veux dire, c'est un projet, c'est un peu concret. Donc peu importe que tu racontes les histoires de Peppa Pig ou ton passé d'escorte, pour lui, je pense que c'est quelque chose qui a un sens, qui a du sens. Donc sur ça, il me soutient. Et à ce moment-là, je lui dis, si d'ailleurs tu veux regarder l'interview que j'ai sortie, n'hésite pas. Et il m'a dit qu'il l'avait pas fait et que c'était un peu compliqué. Ma mère l'a fait, pas toutes, mais elle l'a fait. Elle trouve ça plutôt bien. Mais après, voilà, c'est une autre génération. Je pense que... tu vois, on me dit beaucoup quand je parle sur les réseaux, non mais tu regretteras plus d'en avoir parlé que de l'avoir fait. Je suis absolument pas d'accord, tu vois. Et il y a beaucoup de gens dans l'époque de mes parents qui considèrent qu'il faut garder des choses pour soi, que tout le monde ne doit pas tout savoir, et que parler de ça publiquement, ils me le diront jamais, hein, mais je sais que je salis la famille pour eux, tu vois. Je sais qu'il y a un truc de avoir eu une prostituée dans sa famille, ça craint, tu vois.
Je pense que et le fait que tu en parles peut-être publiquement. Mais en tout cas, c'est hyper courageux de ta part, je trouve, d'en parler publiquement, d'assumer publiquement, parce que ça inspire énormément de personnes. Et je pense que ça peut aussi aider beaucoup de filles qui se reconnaissent en toi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet-là. Mais à l'inverse, ça peut aussi, toi, beaucoup te coûter. Ne serait-ce que d'assumer à visage découvert, tu vois, que tu as fait ça. C'est vrai que selon ton travail ou quoi, après, ça peut te porter un peu préjudice. Mais est-ce que ça te fait du bien, d'une certaine manière aussi, d'en parler publiquement ? Franchement, ça me fait du bien. Mais si je suis complètement honnête, au début, en tout cas, je pense pas que je l'ai fait pour moi. Je pense que je l'ai vraiment fait pour les autres, et parce que je suis hyper empathique, et rien que d'imaginer même des nanas que je ne connais pas dans cet engrenage-là, ça me fait de la peine. Et quand je vois à quel point ça augmente, à quel point les chiffres explosent autour de ça, je me dis mais reste pas dans ton coin, en fait. Franchement, je pense honnêtement que s'il y avait eu d'autres filles sur ce créneau-là, s'il y avait déjà des nanas qui prenaient la parole sur ça ou quoi, je l'aurais peut-être pas fait. Parce que je me serais dit, tu vas peut-être pas rajouter une voix sur un sujet qu'on connaît déjà. Mais là, personne n'en parle. Oui. Personne n'en parle. Et je me suis dit, bah... Ou alors ils en parlent mal. Ou on en parle mal. Ou comme on disait, c'est des personnes qui ont consommé plus... qui vont mal en parler. Oui, parce qu'avoir le point de vue des clients, bon, c'est autre chose aussi, tu vois, parce que eux ils ont déjà une vision complètement biaisée de eux, leur propre consommation des prostituées, tu vois. Et donc au début, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai vraiment fait pour les autres. Et quand j'ai vu à quel point ça me faisait du bien d'en parler, de raconter voilà comment moi j'avais vécu la chose aussi d'un point de vue psychologique, parce que bon, un rendez-vous client, il va se passer plus ou moins pareil pour toutes les escortes, tu vois. Mais c'est ouf de voir à quel point, en parlant avec des filles qui ont fait ça, on vit le après différemment. Tu vois, on a toutes des rituels après les rendez-vous. Je parlais avec des filles qui avaient besoin forcément de sortir faire la fête, de se prendre une caisse et puis d'oublier. Moi, voilà, je voulais juste me poser devant ma petite série, ou au pire, j'appelais mes copines. Mais je pense que c'est propre à chacun. On est tellement différentes toutes à avoir fait cette activité, mais dans un sens, on se ressemble énormément. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça, mais c'est vrai que on se comprend très vite. Mais pour le coup, on a toutes vécu des histoires et des parcours de vie complètement différents. C'est pour ça que je tenais à t'inviter aujourd'hui, parce que j'avais vu plusieurs interviews de toi justement qui parlaient de toute ton étape d'escorting. Ce qui m'intéressait aussi particulièrement, c'était le après, de comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe après, comment on se reconstruit, etc. Et justement, j'ai vu ton dernier post Instagram. Et c'était un message qui disait, j'ai pas exactement les mots en tête, mais qui disait qu'en gros la honte, elle devait pas être de ton côté d'avoir fait de l'escorting, mais plus du côté des gens qui ferment les yeux face à ce milieu-là. Qu'est-ce que tu voulais un petit peu dire par là ? Du coup, je rebondissais à un commentaire que je reçois beaucoup sous mes vidéos. Autant, voilà, la majorité comprend le combat et comprend le sens de tout ça, de parler, de faire de la prévention, etc. Mais il y en a encore qui comprennent pas que c'est en parlant et que c'est en arrêtant de mettre un tabou sur un sujet qu'on va le faire évoluer. Me reprocher à moi de parler de prostitution, c'est très facile quand on reproche pas aux clients de consommer ça, aux hommes en général, parce que c'est une minorité, il y a 2% de femmes, je crois, qui consomment des escortes, donc c'est très rare, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a quand même eu des lois qui ont été faites, donc c'est plus la prostituée qui est répréhensible, c'est le client. On a fait ça pour essayer de dissuader. En fait, quand l'État a mis en place cette loi, tu vois, en 2016, c'était vraiment pour dissuader le client. On s'est dit, on va punir le client, comme ça va le dissuader et il n'ira plus voir les prostituées. Bon, ce que ça a fait, c'est juste que tout se fait en secret. C'est hyper tabou, même entre eux. C'est-à-dire qu'un homme qui va voir une prostituée, il y en a peut-être, mais c'est très rare quand il va arriver au travail le lendemain ou devant ses potes et qu'il va se dire, moi hier, je me suis... Voilà. Non. C'est comme le système de rose dont tu parlais. Exactement. C'est juste pour pas comprendre, pour pas psychologiquement te dire que tu ne payes pas, alors que si, parce que pour un homme, se dire qu'il a besoin de payer pour avoir des faveurs sexuelles ou quoi, c'est un peu dur pour leur ego, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment deux poids, deux mesures, quoi. Et au bout d'un moment... moi, peut-être que j'ai pu avoir honte de cette activité, ce serait mentir de dire l'inverse. Mais aujourd'hui, la honte, moi, elle est complètement partie. Et tout ce que je veux, c'est faire de la prévention. C'est que les chiffres baissent, parce qu'on est sur une hausse constante depuis 2021. Moi, j'aimerais déjà que le chiffre baisse un petit peu, qu'on fasse de la prévention dans les lycées, dans les collèges même, parce que ça peut démarrer bien plus tôt. Et surtout, il y a tout ce truc de... dès qu'une femme... parle de sexualité, de
de désir, etc., tout de suite, on va te la mettre dans une case, tu vois. Moi, je voulais aussi effacer tout ça. On me dit souvent que comme j'ai été escorte, je dois être une fille hyper facile ou quoi. Pas du tout. C'est pas parce que tu t'as été escorte, entre guillemets, professionnellement, que derrière, t'as envie de te taper tous les mecs de la Terre, tu vois. Donc les gens, je pense qu'ils sont dans leur bulle. Et c'est facile de dire, ah, toi, elle a été prostituée, etc. Mais personne ne se demande pourquoi il y en a autant. Pourquoi les hommes cherchent ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à personne? Pourquoi les politiques n'en parlent pas? Moi, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Ne serait-ce que pour protéger les mineurs, à la limite les majeurs, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais là, le nombre de mineurs, c'est affolant. Ta parole est importante dans le sens où, de la même manière que toi, tu t'es dit que c'était ta solution, je pense qu'elles ne se rendent pas compte de tout l'impact psychologique que ça peut avoir derrière. Ouais. Et toi, avec tout ce que tu as vécu maintenant, tu as été escorte pendant 2 ans. Pour toi, c'était la seule solution financièrement pour t'en sortir. Est-ce que maintenant, avec tout ce que tu as dû subir derrière et tous les dommages un peu psychologiques qui sont arrivés, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Non. Non, je le referai pas, mais parce que, encore une fois, je sais comment ça s'est passé, tu vois. Sur le moment, de toute façon, personne n'aurait pu me dissuader de ça. On aurait pu me mettre toutes les mises en garde possibles au monde. J'y serais quand même allée. Donc, une nana, là, qui décide demain de se lancer là-dedans, si elle a son idée bien arrêtée, elle va y aller, tu pourras rien faire contre ça. Par contre, c'est important de dire, ok, tu veux te lancer là-dedans, moi je pourrais pas t'en dissuader, mais est-ce que tu sais comment ça va se passer après? Parce que c'est quand même pas la même chose. Puis il y a aussi ce truc de, il suffit pas d'aimer le sexe, hein. C'est pas parce que c'est pas juste des rapports sexuels comme ça, c'est des corps qui te dégoûtent parfois, hein. C'est vraiment dur. Tu vas peut-être tomber, puis tu les choisis, tes clients tu les vois pas à l'avance, hein. Ils t'envoient pas de photos ou quoi, ça aussi c'est un peu comme dans les films, hein. Mais moi je n'avais jamais de... C'est quoi les infos que tu avais toi primordiales? Moi alors je demandais prénom, âge, je demandais les pratiques qu'ils souhaitaient et parfois je demandais l'origine. À la fin, parce qu'au début je demandais pas, mais après j'ai demandé l'origine. C'était pas du tout, voilà, il y a rien de raciste ou quoi dans ce que je vais dire, mais navré de constater qu'il y a certains hommes de certaines origines qui sont extrêmement violents. Et selon ton expérience, du coup. Ouais, je dirais pas quelle origine ou quoi, parce que j'ai pas envie de, voilà, comme il y a des hommes français, blancs, etc., qui sont aussi très violents. Mais il y a eu 3-4 fois là où c'était à chaque fois, je me disais waouh, genre. Non, je peux plus, tu vois. Une origine qui a une vision de la femme très très faible, tu vois. Bon, la femme, elle est bien, c'est bien merde, quoi, tu vois. Donc ça, je demandais, et surtout, je leur demandais de préciser bien à l'avance les pratiques, parce que la plupart, ils te disent qu'ils lisent ton annonce, ils la lisent pas. Combien de fois ils sont arrivés et ils m'ont dit « Ah bon, tu fais pas ça ?» Bah non, c'est écrit, tu vois. Donc c'était hyper important de demander les pratiques à l'avance parce que j'avais pas envie d'être dans un moment de malaise et de toute façon, ils vont tester. Il y en a beaucoup qui vont essayer de tester tes limites, à te dire ah non, mais avec moi, c'est pas pareil. Non, il faut jamais céder à ses limites. Vraiment, quand tu écris sur ton annonce, je ne fais pas ça, vraiment, faut le respecter jusqu'au bout, même pour toi, quoi. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à une jeune fille Donc évidemment, du coup, de ne pas le faire. Ouais. Et si elle a son idée bien arrêtée, que dans tous les cas, elle le fera, comment toi, tu pourrais la mettre en garde? Qu'est-ce que tu lui dirais? Si là, vraiment, il n'y a rien à faire... Une jeune fille ou un jeune garçon, parce que ça peut être pour les deux. Bien sûr. S'il n'y a rien à faire et que la décision est vraiment prise et que là, je peux pas... Après, mets-moi dans une pièce avec cette personne, t'inquiète pas, pendant 2 heures, je vais peut-être essayer de lui faire changer d'avis, tu vois. Mais je dirais vraiment le premier truc, si c'est possible, parce qu'encore une fois, moi, j'ai eu cette chance d'avoir mes copines, tu vois, mais je sais qu'il y en a qui se sentent très seules. Mais le premier truc, ce serait vraiment d'avoir une personne dans ton entourage, une copine, une tante ou je sais pas, quelqu'un, une collègue ou quoi, qui vraiment, voilà, que tu peux contacter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à qui tu peux envoyer les infos si besoin. Si ça se passe mal, bah moi, combien de fois je suis allée chez mes potes après des rendez-vous qui se passaient mal parce que j'avais besoin d'en parler ou quoi. Ne pas rester seule dans cette activité. Le deuxième conseil, franchement, mon premier c'est tellement de pas le faire, donc mon deuxième conseil ce serait de faire attention à sa santé, de faire des tests très souvent, même si 100% des rapports sont protégés, hein, et ça c'est hyper important. La capote c'est pas 100%, voilà, il y a des risques, donc vraiment faire des tests très souvent, ne jamais accepter un client qui ne veut pas mettre de protection. Il y en a aussi qui l'enlèvent sans que tu la vois. C'est une agression, hein, d'enlever la capote en plein rapport ou quoi, c'est une agression. Donc ça.
Écouter son intuition. Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Je pense qu'elle m'a fait défaut 2-3 fois, mais sur le nombre de clients que j'ai eu, tu vois, je pense qu'elle a plutôt été bonne. Écouter son intuition. Si tu sens un mini truc, ça se trouve, il sera très gentil et t'auras peut-être raté un client sympa, tu vois. Mais si t'as une mauvaise intuition, une mauvaise impression, un truc qui... Faut arrêter. Faut pas y aller. Et surtout, c'est pas parce que dans une heure t'as un rendez-vous, si tu te sens pas, tu te sens pas. Hein. Tu les connais pas, au pire tu bloques son numéro, il va rien se passer, tu vois. Tu peux annuler jusqu'au dernier moment. Et je dirais, ça c'est pour le petit conseil un peu plus niche, c'est pas une question de faire la princesse ou quoi, mais d'éviter les hôtels miteux. C'est-à-dire qu'un hôtel, prends-le 3-4 étoiles, tu vois, mais en dessous, en fait, il n'y a pas assez de personnel pour entendre s'il se passe un truc. En termes de sécurité. Tu vois, il y a des hôtels qui n'ont pas d'accueil. Tu vois, les hôtels où tu rentres direct, là, sur Paris, il y en a plein. Ça fait un peu hôtel de passe, d'ailleurs, où il n'y a pas de sécurité. Ça, il faut éviter. Il faut pouvoir partir facilement, rapidement, sans encombre, tu vois. Et j'imagine ne pas banaliser, que ce soit dans une relation d'escorting ou dans une relation sexuelle tout court, le fait que tu ne veuilles pas peut-être faire cette certaine pratique ou position et que la personne force et que tu dis, bon, bah... C'est un viol. C'est ce que j'allais dire, même si t'es venu dans un cadre de prestation tarifée. Bien sûr. On me l'a fait poser ses limites. Fois. Moi, tu vois, par exemple, Ah, puis il y a aussi un truc, alors, je vais commencer par ça, c'est qu'on peut faire des pratiques et aimer certaines pratiques dans notre vie personnelle et les refuser, par exemple, en étant escorte. Moi, par exemple, je ne voulais pas embrasser. Ça me C'est ce que j'entends souvent. Ça, pour moi, embrasser, voilà, vraiment avec la bouche intime, et tout, c'est hyper intime. Il me faut un minimum d'attachement, de sentiments, quoi. Et avec eux, je pouvais pas. Et je peux même pas faire semblant. Enfin, embrasser quelqu'un quand je fais semblant, c'est horrible, tu vois. Donc, ce truc-là aussi, c'est important parce que moi, on était là, souvent, on me disait mais tu les embrasses pas, tes mecs, quand t'as un mec et tout. Oui, mais toi, t'es pas mon mec, tu me payes, enfin, il y a aucun rapport, tu vois. Donc ça, c'est important. Et le deuxième truc, c'est que il y a des risques. En fait, c'est ça aussi, c'est que je veux faire de la prévention dessus parce que tu vas peut-être t'attendre à quelque chose, tu vas peut-être croire que parce que toi, t'as dit que tu faisais que ça, le mec va le respecter, ils vont tester. Et comme ce que tu disais, si au bout d'un moment, t'as dit, par exemple, je sais pas, moi, je fais pas de rapport, je fais pas ou de trucs comme ça, si le mec teste, c'est une agression. Et je pense que parfois, on occulte un peu ces trucs-là. À se dire, mais non, il a un peu forcé, finalement, j'ai dit oui, donc non, c'est un... À partir du moment où quelqu'un essaye de négocier tes pratiques, c'est une agression et c'est red flag. Mais souvent, quand il est déjà là, comment tu veux faire, quoi ? C'est dur, quoi. De dire non, s'il teste quand même, moi... J'imagine qu'il te fait culpabiliser aussi. Ouais, et puis des fois, t'es là devant... on reste des femmes, tu vois, on est devant des mecs que tu regardes à 2 mètres de haut, ils sont baraqués comme je sais pas quoi. Toi, tu te dis, est-ce que si je force le nom, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais, bah moi, tu vois, c'est ce que je l'ai fait, puis j'ai fini par me faire... Puis vraiment, avec le recul, je me dis que si je m'étais laissé faire, j'aurais peut-être eu moins mal. J'aurais pas eu des coups de fêlée, on m'aurait pas tapé, on m'aurait pas, tu vois. Ah, donc franchement, c'est super dur. C'est super dur de se dire si j'avais su, j'aurais fait ça ou j'aurais dû faire ci. Tu peux pas prévoir. À l'instant T, ton corps il est en instinct de survie, donc tu peux pas. Exactement. Et il veut juste te protéger. Donc depuis que t'as arrêté du coup l'escorting, c'est quoi maintenant, vu que tu l'as fait pendant 2 ans, ton rapport aux hommes ? Directement après, tu as rencontré ton chéri, qui est encore ton chéri à l'heure actuelle. Comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton rapport, déjà aux relations amoureuses avec les hommes et à la sexualité, j'imagine ? Comment ça se passe après ça ? Alors, des fois, on me qualifie de misandre. C'est pas du tout comme ça que moi, je me définis. Mais je voudrais faire comprendre aux gens, et surtout aux hommes, parce que je pense qu'on n'a pas trop besoin d'éveiller les femmes là-dessus, je pense qu'on est toutes conscientes de ça. Mais je voudrais surtout faire comprendre aux hommes que c'est pas spécialement contre vous tous, c'est juste qu'il faut être conscient que quand tu as fait ce genre d'activité et que tu as vu, comme je te disais tout à l'heure, hein, donc tous les milieux sociaux, tous les âges, tous les machins, et tellement de personnes différentes, mais qui à la fois sur leur fondement d'homme et sur ce qu'ils sont et comment ils visualisent la femme et ce qu'ils veulent en faire, etc., ils sont tous pareils. Bien sûr qu'il y a des hommes très bien, mon chéri en fait partie, mais on rigole souvent parce qu'il me dit souvent, putain, mais heureusement que tu m'as rencontré parce que tu les détestes tous, quoi. Je dis, bah, c'est pas que je les déteste, c'est que, tu vois, quand on parle de all men, etc., que la plupart des hommes ne comprennent pas ce hashtag, moi j'ai tendance à dire que si t'as peur des chiens et que t'es dans une pièce remplie de chiens, t'as peur de tous les chiens. Tu vas pas, avant de savoir lequel est gentil, lequel ne va pas mordre, etc., t'es obligé de te méfier de tous les chiens. Donc, je comprends aussi un petit peu les hommes qui... voilà, les mecs bien,
entre guillemets, tu vois, ceux qui feraient pas de mal à une mouche, qui se disent même un petit peu féministes, etc. Je les comprends. Je vois des fois que je blesse mon homme quand je dis de toute façon all men, etc. Mais c'est important. En fait, on peut pas banaliser tout ça. Au bout d'un moment, les violences, elles sont commises par les hommes sur les femmes. C'est pas les femmes qui commettent des violences sur les hommes, tu vois. Et bien sûr que mon rapport a changé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mon mec directement après. Parce que toi, t'étais dans quelle optique quand t'as pris la décision que t'allais arrêter, c'était terminé? Est-ce que t'étais dans une optique de te dire c'est terminé, je veux plus jamais rencontrer un mec? Oh non, pas du tout. Pour l'instant, je vais être seule. Non. J'étais... on va voir ce que la vie me réserve, tu vois. Mais par contre, j'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer l'homme de ma vie, d'avoir une relation je te posais pas forcément sérieuse, la question. T'étais soulagée, j'imagine, déjà d'avoir pris la décision. Ouais. J'étais soulagée. Je parlais un petit peu avec lui sur les réseaux. Je suis partie en vacances avec mes copines. On a décidé de se voir au retour. Je savais que je l'aimais bien, mais je pensais pas qu'on serait encore ensemble maintenant et qu'on vivrait ensemble et qu'on aurait des projets, tout ça. Donc c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu dégoûtée des hommes, mais je savais très bien que je trouverais un jour celui qui me correspond, tu vois. Mais je pense qu'il est tombé au bon moment. Parce que c'est là, ce que j'allais dire, si tu l'avais rencontré pendant, compliqué d'être en couple pendant ton activité. Ah ouais, non, j'aurais pas pu imposer ça à quelqu'un. Autant pour toi que pour lui. Lui, d'ailleurs, n'aurait pas accepté. Tu penses que ça aurait pu te sortir de ce milieu si t'avais rencontré quelqu'un plus tôt ou pas? Tu peux pas savoir après coup. Ouais, tu vois, lui, il est tombé à la fin, donc c'est compliqué de se projeter s'il était arrivé pendant. Si j'en parle avec lui maintenant, tu vois, il te dirait mais non, mais de toute façon, je t'aurais dit d'arrêter, même si t'avais pas d'argent, on s'en fout. Je pense qu'il aurait tout fait pour me sortir de ça. Ouais. Mais est-ce qu'il serait tombé amoureux d'une nana qui est encore en activité? Je sais pas. C'était le destin, fallait que tu le rencontres à ce moment-là. Ouais, exactement. Et du coup, t'as choisi de lui en parler directement pour que ça soit clair? Ouais. En fait, au début, j'ai même essayé un peu de le dégoûter. Hein. J'ai cette peur de l'abandon déjà depuis toute petite et je le trouvais tellement parfait, en fait. Enfin, il l'est toujours, mais je me disais, mais... il dit rien. Enfin, il accepte et tout. J'étais là en mode, mais qui est cet homme qui comprend les choses, tu vois? Et au début, je lui ai dit, mais tu sais, mais je suis chiante, mais en plus, j'ai un body count. Franchement, tu devrais pas kiffer. Et puis, mais il s'en fout, tu vois. Il a 35 ans. Ce débat du body count, j'ai toujours un peu plus de voir ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'en peux plus. Et j'en parlais avec... À croire que ça définit une personne, le nombre de personnes. Mais ouais, j'en parlais avec ma mère il y a pas si longtemps que ça. Elle me disait que dans leur génération... Mais ils en avaient, mais rien à péter, quoi. Vraiment. Genre... Ah, mais c'est une mode de 2025, là. Et puis, je trouve ça hyper intime, même de dire à chaque fois... Puis, est-ce que tu vois les nanas demander le body count des mecs comme ça? Alors que souvent, leur body count, en plus, est largement supérieur. Exactement. Parce que nous, on s'en fout. Mais que ce soit 1 ou 150, j'ai envie de te dire, ça ne change rien, tu vois. Moi, t'as eu une nana avant moi où t'as couché avec 300 filles. Vraiment. Ce que t'as fait avant me concerne pas et me concernera jamais, tu vois. Tu sais quoi, il y a quelques mois en arrière, je m'entendais très bien avec quelqu'un. On allait boire un verre, tout se passait très bien, etc. Bref, très bon feeling. Et à un moment donné, il me pose la question. Et franchement, premier degré, je l'ai très mal pris. Et je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que ça avait vraiment une importance? Non pas que j'en ai plus ou moins, il y a zéro débat dessus, c'est pas la question. Mais et il m'a dit que ça avait une importance. Je lui ai dit, donc en fait, je perds mon temps. Ça fait 3 fois qu'on se voit. Je suis en train de perdre mon temps avec toi parce qu'en fait, je donne un peu de ma personne, on s'entend bien. Et sur un chiffre, ça va déterminer... Ouais, et puis... et au final, il était d'accord avec moi. Et franchement, ça m'intéresse pas. Ça en dit long sur ta mentalité, je trouve. Ouais, puis je trouve ça dingue qu'après tout, il y a encore ce tabou autour du désir et du plaisir. Enfin, une femme célibataire qui n'a pas envie de se poser avec un homme. Donc, admettons, elle est célibataire, elle n'a pas envie de se poser avec un homme. C'est quoi? Elle renie tout son plaisir et elle couche avec personne parce que tu dois obligatoirement être en couple dans une relation sérieuse. Ouais. On a des besoins au même titre que les hommes. Les besoins des femmes sont les mêmes en matière de sexualité que les hommes, tu vois. Peut-être que nous, on va peut-être avoir besoin de plus de tu vois, ce petit truc de feeling cérébral, etc. Que eux, à partir du moment où t'as un corps, ils s'en foutent, tu vois. Mais faut arrêter ça. Je vois pas pourquoi une nana qui a 300 de body count serait moins respectable qu'une qu'on a 2, tu vois. Mais je suis 100% d'accord avec ça. Et ça, de toute façon, ça restera un débat éternel, hein, mais ça changera peut-être un jour. On a parlé des conseils que tu donnerais aux jeunes filles et garçons qui tomberaient potentiellement dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai une autre question. Quels conseils tu donnerais aux parents qui potentiellement regardent la vidéo s'ils apprennent que leur enfant est tombé dans l'escorting et qui savent pas justement comment réagir parce que c'est pas quelque chose à laquelle tu t'attends? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour justement qu'ils soient là pour leur enfant et qu'ils fassent les choses bien?
Je pense que déjà, ça dépend beaucoup de la relation que tu as avec ton enfant et comment tu l'as éduqué. Si tu l'as éduqué avec une éducation plutôt ouverte dans la communication, ou si au contraire, ça a été plutôt une enfance pleine de tabous, où on parle pas de tous les sujets, etc. Donc déjà, je trouve que suivant les familles, y a des parents qui n'arriveront jamais à parler de ça avec leur enfant ou quoi. Mais moi, mon conseil, ce serait t'as le droit d'être en colère, tu vois, en tant que mère, en tant que père. C'est pas le bon sentiment qui devrait venir tout de suite, mais c'est humain. Donc, contre la situation de façon générale. Plus c'est OK. Tu peux être en colère contre ton enfant, contre toi, contre le monde, contre la vie, contre tout ce que tu veux. Mais ne lui fais jamais ressentir. C'est-à-dire que je vais me projeter dans le futur, on sait pas, mais je te mets un exemple. Mais imaginons demain avec mon mec, on a un enfant et notre enfant, on apprend qu'il fait ça, tu vois. C'était ma prochaine question. Bon, très honnêtement, je peux te dire à 100% que mes enfants ne font jamais ça. Parce que je l'ai fait, t'inquiète pas qu'ils seront bien briefés sur à quel point c'est horrible et ils n'auront pas envie de le faire. Mais si ça venait à arriver, en fait, on serait peut-être en colère et on dirait peut-être des trucs, voilà, mais entre nous. Entre les parents. Les enfants n'ont pas besoin de connaître, ou l'ado, je sais pas quel âge il a, tu vois, mais on n'a pas besoin de savoir ce que les gens pensent, parce que de toute façon, c'est fait. Donc, ne viens pas dire à ton enfant, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Parce que ça aussi, je trouve ça dingue, parce que moi, c'était beaucoup, qu'est-ce que les gens vont dire ? Mais tu te rends compte si mamie, elle l'apprend, mais tu te rends compte si la voisine, elle l'apprend. Qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Donc, s'effacer un peu du regard des autres. Ce qui compte beaucoup pour les parents, c'est de garder une image d'une famille soudée, sans problème, etc. Donc c'est sûr que quand après, les gens peuvent potentiellement apprendre que ton enfant a fait ça, ça peut te mettre dans une situation embarrassante, je le conçois, mais ne pas braquer l'enfant, essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Moi, dans mon cas, ça a été de la précarité. Il y a des filles qui vont faire ça, on en parlait tout à l'heure, pour avoir un meilleur confort, ou parce que elles en avaient pas spécialement besoin financièrement, mais elles ont rencontré un mec, une mauvaise expérience, et du coup, ça les a plongées là-dedans. Il y a plein de façons de rentrer dans la prostitution, tu vois. Donc, je dirais plutôt aux parents d'essayer de comprendre, de ne pas flageller l'enfant, parce que l'activité nous flagelle déjà tous les jours, hein, donc c'est dur, et de tout faire pour s'en sortir. Si on est dans une famille qui a les moyens, et intellectuels, et financiers, de payer une thérapie, d'enlever, enfin par exemple si ton enfant ne fait pas ça sur la même ville que toi, mais ramène-le chez toi, tu le forces, c'est bon, tu lâches ton appart, tu viens à la maison pendant 3 mois, on te remet sur selle et ça va, tu vois. Il faut vraiment comprendre d'où ça vient, c'est pas inconscient, tu vois. Moi j'ai été hyper sexualisée depuis toute petite par tout le monde, quand t'as de la poitrine un peu plus tôt, quand ceci, quand cela. Du coup je pense que tous ces mini trucs là, ça crée ça après, tu vois. Donc il y avait de la précarité financière, ça a été le déclencheur. Mais toutes les jeunes filles en précarité financière ne tombent pas là-dedans, et fort heureusement non plus, tu vois. Donc je pense qu'il y a un terrain, il y a des femmes qui ont un terrain plus ou moins sensible à ça. Et pour la petite stat, on est à 73%, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, donc il faudra revérifier, mais 73% des prostituées ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance ou après, de l'inceste, du viol, de l'agression, ou des trucs comme ça, tu vois. Avant d'être escorte, tu vois. Donc, tu vois, quelqu'un qui a eu une relation incestueuse à, je sais pas, 7 ans, si elle est escorte à 20 ans, bah, il y a un lien. Inconscient peut-être, mais il y a un lien. Donc, ouais, ce serait plutôt de pas leur montrer qu'on est énervé, montrer qu'on est là, parce que c'est vrai que c'est un peu la double peine. Montrer que t'es là, c'est pas grave, on s'en fout, quoi. Ton enfant, il a fait de la merde. Mais toi aussi, en tant que parent, t'as fait de la merde un jour, tu vois. Donc, montrer que t'es là, franchement, abandonner quelqu'un. Mais extérioriser avec quelqu'un d'autre, pas avec ton enfant. Mais oui, bien sûr. En fait, tu vois, moi, ma mère, elle a des copines. Je me doute bien qu'elle a dû parler de ça avec ses copines, ça a dû jaser derrière mon dos, tu vois. Mais c'est OK. Moi aussi, nous aussi, on parle de nos parents, des fois à nos potes. Des mots, voilà, c'est surtout des émotions. Mais ne le dis pas devant ton enfant, quoi. Bah merci. Bah merci à toi. J'ai des petites questions que du coup ma communauté sur Instagram a posées, parce que j'ai annoncé l'interview en story, et du coup il y avait des petites questions un petit peu très bienveillantes toujours. Vas-y, je t'écoute. La première question, c'était: est-ce qu'on peut être féministe et vendre son corps, selon toi? Encore une fois, je vais parler selon moi. Oui, bien sûr. Si des gens ont vraiment un avis différent du mien, je l'accepte totalement. C'est une grande question. Je comprends le point de vue de je prends de l'argent aux hommes, donc c'est moi qui ai le pouvoir, etc. Il y en a beaucoup qui défendent ce point de vue, je peux le comprendre. Pour moi, maintenant, avec beaucoup de recul,
pas vraiment. C'est-à-dire que je dis pas que mon féminisme s'est complètement effacé quand j'étais escorte ou quoi, mais à partir du moment où tu continues de nourrir ce système pour les hommes, fait par les hommes, tu peux pas être 100% en accord avec ton féminisme. Tu peux l'être, mais sur ce point-là, tu es plus du côté des hommes malheureusement, tu vois. Être pour la prostitution, c'est quand même anti-féministe, je trouve, maintenant, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce côté-là et le côté de je fais ce que je veux de mon corps, c'est moi qui décide, etc. Bah oui et non, parce que tu fais ce que tu veux de ton corps jusqu'au moment où le client arrive chez toi. Parce que c'est toi qui décides de mettre ton annonce, c'est toi qui décides de le vendre, sur ça c'est ok, c'est toi qui décides peut-être du client que tu vas choisir. Mais quand il arrive chez toi, s'il a envie de faire ce qu'il veut de ton corps, il le fera. Oui, il y a tu vois. Ouais, tu te mets un petit peu à sa merci, entre et guillemets. Puis, pour mon cas, je dépendais de leur argent aussi. C'est-à-dire que sans leur argent, je vivais pas. Donc, à partir du moment où tu as besoin de ça, c'est plus trop féministe, tu vois. À la limite, une prostituée féministe, ce serait une prostituée qui ferait pas payer. Qui serait juste là pour, je sais pas, tu vois, parce qu'elle est libre de son corps et elle se sent libre de ça. Parce que quand tu monnaies ton corps, t'es pas libre non plus vu que tu le monnaies, tu vois. Je pense qu'il y a une grosse différence aussi sur le fait que quand tu le fais pour t'es vraiment dans la précarité et t'as besoin d'argent, et quand vraiment t'as énormément de clients et que tu peux te permettre de choisir, peut-être qu'il y a une différence. Et justement, ça m'amène à une deuxième question d'un autre internaute qui demandait justement quelle est la différence entre être sur les plateformes privées et être escort girl physiquement, entre guillemets, on va dire. Je pense que... Alors, pour moi, on est... Il y a la barrière de l'écran déjà, c'est sûr. On est derrière un écran, donc c'est sûr que tu vas pas avoir tout le danger de physique, enfin de ce truc d'être dans la même pièce que quelqu'un. Après, c'est de la prostitution virtuelle. Hein. Pour moi, c'est vraiment juste ça. La seule différence, c'est que tu vas pas voir ton client en vrai. T'es exposé à d'autres risques. Moi, il y a jamais aucune photo ou vidéo qui pourra sortir, par exemple, parce que personne ne m'a jamais filmé sur ces rendez-vous-là. Par contre, quelqu'un sur OnlyFans ou sur Mime ou quoi, ça peut sortir des années après. Ça peut sortir. Ouais, même des années après, d'ailleurs, peut-être même quand ça se trouve, la nana, elle a raccroché depuis 5 ans, et puis un jour ou l'autre, tu vas retrouver une photo de toi qui va sortir. Ou ta famille peut voir. Ou ta famille, c'est... Franchement, je mets ça un petit peu à égalité. Il y a du danger des deux côtés. En tout cas, il y a du danger des deux côtés. Et pour toi, on peut pas forcément, selon toi, être 100% en accord avec le fait d'être féministe, même si on est sur les plateformes, c'est pareil que l'escorting, du coup. Le fait de servir ce système, je veux dire. Ouais, parce que tu continues à servir un système qui est fait pour les hommes. Donc t'as moins le danger de faire rentrer quelqu'un chez toi. Ouais, mais après, avec les réseaux, tu peux trouver tellement d'informations sur les gens. Maintenant, tu peux tellement... Enfin, franchement, on peut te reconnaître, je sais pas, si tu fais une photo, ou avec les fonds, les machins, c'est facilement reconnaissable maintenant. Donc, je pense qu'il faut vraiment Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui montrent pas leur visage. Je trouve ça bien. Quand tu es sur les plateformes, à la limite, si tu montres pas ton visage, ou il y en a des fois qui mettent des masques ou des trucs comme ça, tu vois, je trouve que c'est une façon de se protéger qui peut être à la limite une solution. Mais au bout d'un moment, je pense que quand ton corps est marchandé comme ça, au bout d'un moment, c'est ton psychique qui... Au bout d'un moment, prendre des photos de tes fesses tous les jours, tu vois, tu peux me dire que t'aimes ça au début, tu peux, oui, ok, c'est qu'une photo, ça me dérange pas, machin, mais au bout d'un moment, ça doit être épuisant, comme tout, tu vois. Si tu devais donner un mot pour décrire cette période de ta vie, ce serait quoi ? Un mot... C'est pas facile. Un seul mot. Moi, les 2 ou 3 max, si jamais. Je dirais flou et je dirais force. Parce que mine de rien, ça m'a quand même donné aujourd'hui beaucoup de force pour en parler, pour faire ce que je veux de ça. Donc, ouais, flou et force. Quelle est la chose la plus dure à gérer dans le métier d'escorte que personne ne soupçonne ? Ou alors toi, vraiment, ce qui t'a demandé beaucoup d'efforts, ou la chose la plus difficile. Moi, ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts, ouais, c'est vraiment... Alors, ça peut paraître un petit peu superficiel vu comme ça. Je vais pas parler de... Voilà, forcément, c'est dur de recevoir des clients, c'est dur de se donner à quelqu'un qui ne t'attire pas. Mais ça, je pense que c'est un peu obvious, c'est que tout le monde le voit. Mais moi, c'était vraiment ce truc de... ouais, m'épiler tous les jours, me maquiller tous les jours, de voir à chaque fois que tu as un client c'était vraiment ce truc d'assurer physiquement qui était assez anxiogène pour moi, tu vois, de me dire que je pouvais pas me laver les cheveux quand je voulais, que je devais caler en fonction de mes rendez-vous, des trucs comme ça, tu vois. Je me sentais un peu prise par tout ça. Donc ce manque de liberté même dans ton intimité, en fait, tu t'obliges. Ouais, il y avait ce truc-là. Et après que personne ne soupçonne aussi, et j'en parle pas souvent, mais je vais en parler, c'est qu'on peut s'attacher à des clients.
et en souffrir beaucoup. Moi, ça a été mon cas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon premier client, je me suis énormément attachée. J'en ai énormément souffert parce qu'il en a aussi un petit peu profité. Et en plus, je suis sûre qu'il regarde toutes mes interviews. Et ça, je dirais que si au premier rendez-vous, tu sens que tu vas avoir une petite attache pour un client, force-toi à ne pas le revoir. Okay. Force-toi à ne pas le revoir, même s'il est sympa, parce qu'on a tendance justement à vouloir revoir ces gens-là. C'est les gens sympas que tu as envie de revoir, c'est les gens que tu trouves beaux, c'est les gens avec qui tu t'entends bien. Mais dans cette activité-là précisément, moi je dirais de ne pas foncer tête baissée comme ça, parce que moi je me suis accrochée à ça, alors que ça m'a bien perdu, quoi. Et c'est quoi le plus gros cliché qu'on a sur les escortes que tu aimerais supprimer une bonne fois pour toutes ? Il y en a plein. Le plus gros... c'est peut-être sur la question financière. Je pense que les gens pensent qu'on gagne 10 000 euros par mois, qu'on est richissime, etc. C'est faux. Hein. C'est peut-être le vrai pour des escortes à Dubaï ou quoi, dans toutes ces villes-là et tout. Mais en tout cas, je dis pas qu'il y a certainement des escortes sur Paris qui gagnent très bien leur vie. Mais en tout cas, pour une majorité, je pense que c'est des salaires équivalents à un salaire peut-être de cadre, tu vois, genre... donc ça. Et aussi parce que c'est un deuxième, parce que c'est revenu pas mal de fois, ce truc des MST. Non, parce que moi, on me dit tout le temps, mais t'en as combien des MST ? Alors, figurez-vous que j'en ai 0 et que j'en ai jamais eu. Faut arrêter avec ça. Enfin, c'est pas parce que tu fasses des dates Tinder et que t'envoies 4 dans ta semaine ou que tu vois 4 clients, il y a plus de chances que tu ne te protèges pas pendant les dates que tu fais sur Tinder parce que un peu voilà, qu'avec tes clients. Il faut savoir que nous, notre santé, elle compte énormément. C'est-à-dire que ton client, tu vas déjà le prévenir que c'est protégé et que c'est pas négociable, mais faut se dire, et faut que les gens comprennent qu'on n'a aucun intérêt, nous, à tomber malade ou à avoir des maladies, ou ça compte énormément. Avoir une MST d'un mec qui te dégoûte, franchement, horrible, tu vois. Mm-hmm. Donc, moi, voilà, personnellement, j'y allais tous les 2 mois. Je faisais des tests tous les 2 mois. Ça sert à rien de les faire tous les mois ou avant parce que tu peux pas détecter de toute façon. Donc, je le dis, je vois des nanas qui disent toutes les semaines, là, arrêtez de faire ça et d'aller faire des prises de sang toutes les semaines, ça sert à rien. Il faut le faire tous les 1 mois et demi, 2 mois, c'est très bien, tu vois. Et donc, ouais, il faut arrêter avec ça. On n'a pas plus de MST qu'une nana normale. Et quand bien même quelqu'un a eu MST, c'est pas la fin du monde. Je trouve qu'on diabolise un peu trop ça. C'est OK. Et les escortes n'ont pas plus de MST que les autres femmes, quoi. Parce que toi, tu avais des clients qui voulaient pas se protéger ? Ouais. Ah oui, bah ça arrive plein de fois. Hein. Tu sais, on te sort l'excuse de non, mais j'ai moins de sensations. Mais limite, ça, je trouve que ça en met encore plus le doute sur la personne, le fait que toi, tu veuilles pas te protéger. Mais déjà, qu'est-ce que t'en sais ? Que moi, j'ai rien. Moi, je sais que j'ai rien, mais qu'est-ce que t'en sais ? Mais des fois, je leur disais. Mais le fait qu'ils veuillent prendre le risque, ça donne encore moins confiance. Et des fois, je leur disais pour rire. Alors, j'ai un peu un humour noir, hein, donc faut pas se choquer et tout. Mais des fois, ils me disaient, ça te dérange si on le fait sans capote ? Je leur disais, ah bah ouais, parce que j'ai le sida. Et du coup, ils se décomposaient, tu vois. Mais je disais, non, mais c'est pas vrai. Mais c'est juste pour te rendre compte de la dinguerie que t'es en train de me demander. Ouais. Genre, puis toi, t'as une femme. Qu'est-ce que j'en sais que moi, que ta femme, elle te trompe pas aussi et puis que ça peut aller loin, tu vois. Et je pars du principe que des fois, tu peux avoir quelque chose sans le savoir. Exactement. Ah oui, c'est une majorité d'ailleurs des MST. Souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils les ont. C'est pour ça qu'elles sont vues un peu trop tard. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se faire dépister. En plus, maintenant, franchement, ça prend 2 secondes. Donc ouais, non, ça, j'ai jamais compris. Donc ouais, la question financière, mais il y a tellement de clichés, en vrai, les gens... Bah, du coup, c'est bien, ça me fait une parfaite introduction pour les petites questions de fin. J'ai des petites questions, justement, des clichés que les gens ont sur les escortes. Ouais. C'est simple, je te donne le cliché, tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Si tu as envie de rajouter une petite phrase derrière en complément, sens-toi libre. Alors, vrai ou faux, toutes les escortes sont forcées ou manipulées ? Non, c'est faux. Par contre, il y en a beaucoup, hein. Des réseaux de proxénétisme, etc. Surtout chez les mineurs, il y en a beaucoup. Après, il y a aussi des femmes, comme moi, personne ne m'a forcée, tu vois. Faire l'amour avec une escorte, c'est machinal et t'y prends aucun plaisir. Du côté de l'escorte. Moi, pour ma part, j'ai envie de dire vrai parce que je me rappelle pas avoir pris du vrai plaisir. Il y a eu des fois où je me suis dit, oh tiens, c'est peut-être un peu plus agréable que d'autres. Mais tous mes orgasmes ont été fake, quoi. Enfin, j'ai simulé à chaque fois. Je pense que c'était bloqué. Je pense que t'as des horaires à respecter, il faut pas que tu dépasses. C'est des rendez-vous d'1 heure, donc tu cherches pas le plaisir et eux non plus. Hein. Eux ne cherchent pas à te faire plaisir non plus. Donc de toute façon, tout le monde y trouve son compte. L'escorting, c'est un métier facile et ça rapporte vite. Non, c'est faux.
Bon, franchement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Je pense pas qu'il y ait de métier facile ou d'argent facile. Ouais. Il y a toujours un prix à payer. C'est difficile, comme plein de métiers. Après, c'est aussi difficile parce que voilà, tu t'exposes à des risques, tu vois. Mon mec est cordiste, c'est un métier difficile, mais il avait pas les mêmes risques que moi en faisant ce métier-là, tu vois. Donc, puis c'est un métier illégal aussi, c'est quand même important de le rappeler. Donc, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr qu'il y a des risques. Et ouais, l'argent facile, non, pas du tout, quoi. C'est facile dans le sens où tu vas jamais trouver un emploi qui va te donner 500 € en 1 heure. C'est plus rapide, on va dire. C'est rapide. On peut dire ça, ouais. On peut dire argent rapide, mais argent facile, non. Ouais. Je pense que l'argent facile, ça dépend du point de vue de chaque personne. Pour certaines personnes, ça va être facile. Pour d'autres, le prix à payer va être beaucoup trop fort, tu vois. Exactement. Une escorte ne peut pas avoir une vraie relation amoureuse. Je pense que c'est faux. Moi, j'y arriverai pas. Enfin, pendant, je veux dire. Hein. Moi, pendant, c'était inconcevable pour moi de m'engager avec quelqu'un, mais je pense que c'est possible. Hein. Mais c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, je pense que quelqu'un qui t'aime vraiment, sincèrement, qui connaît et qui prend en compte tous les dangers que cette activité peut rapporter, il n'a pas envie que tu fasses ça. Je pense que une personne qui... Enfin, tous les gens qui m'aiment ont essayé un jour ou l'autre de me dissuader, de me dire d'arrêter, de me dire que ça allait me perdre, etc. Donc, et les gens... et c'est aussi beaucoup là-dedans que j'ai vu ceux qui tenaient vraiment à moi, parce qu'il y en a qui s'en foutaient, quoi, qui me disaient « Ah ouais, ok, bah si tu fais ça, ok ». Donc non, faut faire attention. Les escortes finissent toujours par mal tourner. Non, c'est faux. Je pense qu'on peut avoir une vie normale après. J'en suis la preuve. Je pense que ça te définit pas en tant qu'humain, en tant que personne. Et puis, pour ma part, 2 ans d'une vie, c'est court, tu vois. Donc, je peux pas baser toute ma vie et tout mon avenir sur ça. Et l'entourage est très important. Et l'entourage est très, très important. Oui, parce que c'est eux un peu qui te maintiennent à flot. Je pense que tu peux mal tourner si t'es vraiment seul ou que dans ce milieu-là. C'est-à-dire si tu fréquentes des escortes, si tu traînes avec des escortes, etc. Mais quand t'as des gens autour de toi qui sont bien dans leur tête, bien dans leur basket et qui... Ça te raccroche un peu à la réalité, entre guillemets. Être escorte, ça t'abîme intérieurement. Ouais, ça c'est vrai. Ça t'abîme, ça te donne une petite claque. Mais au moins... Ça t'apprend aussi beaucoup de choses hein, sur les hommes, sur la société, sur comment consomment les femmes. Ça t'apprend aussi les limites de ton corps. Hein, c'est un peu triste à dire, mais je connais mes limites, tu vois, maintenant. Je les connais très bien. Donc ouais. Et enfin, tu as déjà répondu dans le podcast, mais beaucoup d'hommes mariés vont voir des prostituées. Vrai, très très vrai. Majorité d'hommes en couple. T'imagines parce que, enfin, je sais pas si te donner les raisons, mais alors, sexuellement ça devait mal se passer, ou alors ça devait être inexistant, j'en sais rien. C'est toujours la faute de leur femme. Hein. Si tu les écoutes, pourquoi t'es ici ? Parce qu'avec ma femme, on fait plus rien, et puis elle s'épile plus, et puis elle prend pas assez soin d'elle, et puis avec les enfants, puis on n'a pas le temps, et puis puis des fois il y en a qui me disaient mais elle est trop vieille, ou c'était horrible. Hein. Des mecs de 50 balais qui me disaient que leur femme était trop vieille. Je dis, à quel âge ta femme ? Le même âge que moi. Je dis, alors t'es con, quoi, tu vois. Mais j'imagine que pour la plupart, tu pouvais avoir l'âge de leur fille, du coup. Ouais, il y en a plein qui me le disaient en toute décomplexité, pardon. Ils me demandaient mon âge. Souvent, je m'enlevais 2 ans parce qu'ils disaient, mais ça aussi, c'était un peu malsain, mais plus t'es jeune, plus ils kiffent. Donc, je m'enlevais souvent 2 ans. Et ils me disaient, ma plus grande, elle a ton âge. Top. Je suis ravie. Ça, c'est super pour me mettre dans l'ambiance. Je te rejoins sur un point, c'est qu'en fait, on tape beaucoup sur le doigt des escortes. Alors que pour moi, le problème, il est de l'autre côté, là, tu vois. Bien sûr. Parce qu'un mec qui serait excité par toi parce que t'as l'âge de sa fille, excuse-moi, mais. Mais moi aussi, tu sais que j'arrête de me torturer l'esprit. Ah oui, mais bien sûr. Là, parce qu'à chaque fois, je me disais, mais attends, si moi. Mais même moi, extérieurement, là, c'est ça qui me choque le plus, tu vois. Est-ce que ta fille, tu t'imagines quoi quand tu vois ta fille ? Tu vois ? Pour moi, il y a un truc hyper malsain de. Je sais pas, des fois je me disais, ça se trouve, ils ont l'impression de faire ça à leur fille. Je sais pas, je veux pas savoir, je crois. Moi non plus, je veux pas savoir. Mais ouais, c'était. Ouais, moi ma fille a fait ça, elle est en école d'archi, je viens de lui prendre un appart dans le 7e, là. T'as envie de dire, je veux pas savoir. Garde ta vie pour toi, genre vraiment, surtout la vie de tes gosses, ça me concerne pas, ça me regarde pas, et je trouve que ça n'a rien à faire là. Et c'est déjà compliqué pour moi d'être là, tu vois, si en plus tu me mets des trucs comme ça dans la tête, je suis en mode. Ça t'est arrivé des fois de les recroiser, par exemple, dans un endroit qui ne se prêtait pas forcément ? Une fois, ça m'est arrivé, j'avais un client qui travaillait dans une banque, là, et
Et un jour, je sais plus ce que je vais faire dans ce quartier-là. Et je savais pas qu'il travaillait dans cet arrondissement-là, dans cette banque-là. Et je traverse. Et là, je le vois en train de fumer sa clope devant la banque. Je fais, oh là là, mais non, quoi, le monde est petit, quoi. Et il m'a reconnu. Ça, c'est un client gentil, donc... Oui, bonjour. Bonjour, voilà, mais... Et ça m'est arrivé une autre fois. J'étais à Châtelet, au Hall, et j'ai vu un client au loin. J'étais avec des copines. Et lui était avec sa femme et ses enfants. Donc, moi, je l'ai vu. Lui, je pense pas qu'il m'ait vu. Mais c'est marrant de les... Enfin, c'est marrant, non, mais de les voir dans leur vie, tu sais. Eux, ils viennent, ils sont vraiment en mode, vraiment juste pour le sexe, et de les voir avec leurs femmes, les poussettes, les trucs comme ça, c'est particulier, quoi. Tout à l'heure, tu nous as dit que si t'as un de tes enfants, t'avouais qu'il ou elle était escorte, tu serais là pour lui, mais que tu ferais en sorte que justement ça n'arrive pas en les mettant bien face au danger que ça peut avoir. Est-ce que si un jour t'apprends que ton mari est allé voir une escorte, tu chercheras à comprendre ou pour toi ce serait rédhibitoire ? Bah, je pense que ce serait... Alors, je pense que si j'avais pas été escorte, je l'aurais peut-être vu d'une autre manière. Si mon mari sait que moi j'ai fait ça, qu'on en a autant parlé, et que en plus tu sais à quel point ça m'a fait du mal, et que toi tu vas l'avoir, ouais, non, c'est rédhibitoire. Mais bon, je sais qu'il fera jamais ça, mais Mais je pars du principe que tous les couples peuvent avoir, ont des problèmes, mais qu'avant de choisir la solution de facilité de partir, essaye au moins de les régler en interne. En fait, c'est juste de la communication. Moi, j'avais beaucoup, même des potes ou quoi, pas forcément quand j'étais escorte, qui me disaient oh là là, mais ma meuf, c'est chiant, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, au lit, on s'entend pas, etc. Mais parler. Enfin, au bout d'un moment, dans communiquer, il n'y a pas juste niquer, tu vois. Faut écouter la première partie du mot. Tout se règle par la communication. Moi, je suis intimement convaincue de ça. C'est que tout se règle par la communication. Alors, ça peut déboucher un règlement ou pas. Peut-être qu'après, les deux ne seront pas d'accord, mais au moins, essaye, tu vois. Tu peux pas rester avec tes a priori de ton côté et ta nana, elle a ses a priori de l'autre côté, et vous êtes là tous les deux à pas savoir où vous allez, tu vois. Le sexe, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est quelque chose... et c'est important dans un couple, tu vois. On dit souvent que c'est le ciment du couple. Bon, je pense que avec l'âge, tu comprends qu'il y a d'autres choses, mais c'est quand même super important. Et avoir une belle complicité sexuelle avec ton partenaire, c'est hyper, hyper, hyper primordial. Donc, je pense qu'avant de se dire oh là là, ma meuf, elle me fait pas ça, je vais aller voir une escorte. D'ailleurs, jamais une femme... Enfin, si ton mec ne veut pas faire telle ou telle pratique, tu vas songer à aller le tromper ou à aller voir un prostitué. Tu vois, jamais les femmes, ça va aller dans ce sens-là. Mais les hommes, ils sont focus sur des pratiques. Ils font non, elle veut pas faire cette pratique, c'est pas grave. On va aller me la donner ailleurs. Mais demande-toi déjà pourquoi est-ce que tu as autant besoin de cette pratique, tu vois. Il y en a même qui pensent qu'il y a des pratiques dévalorisantes qu'ils ne feront pas avec leur femme et qu'ils veulent faire ailleurs. Exactement. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Que tu sois prêt à, entre guillemets, que tu considères que ça va salir ta femme, mais que ça ne te dérange pas d'aller salir selon... C'est dire à lui, et toi tu restes une autre femme, je trouve ça dingue. Et du coup, c'est une pratique qui salit ta femme, mais toi ça te salit pas, alors oui, que ce que je veux dire, toi pour toi c'est bon. Encore une fois, sujet. On n'aura jamais les mêmes avis qu'eux sur ça, et ce sera toujours inégal de toute façon, mais il y en a qui rattrapent le coup, tu vois. Moi je vois, mon mec est assez déconstruit, on parle de beaucoup de choses, il est vraiment en faveur des femmes et pour les femmes, et c'est rassurant. J'ai des amis pareils ou quoi, mais il y en a certains qui ne changeront jamais. Et il y en a certains qui peuvent être respectueux, célibataires, et qui veulent voir une escorte pour voir une escorte, mais encore une fois, c'est vraiment pas la majorité, et c'est pas la majorité des clients. C'est clair. Mais je te remercie d'avoir voulu témoigner merci à toi. Sur mon podcast. La dernière question, du coup, ce serait comment toi tu vas aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu fais ? Et surtout par rapport à ton livre, comment ça se passe ? De quoi il va parler ? Si tu sais dans combien de temps il sort ou pas ? Alors, le livre est encore en écriture. Je cherche un éditeur, donc si jamais des gens passent par là, n'hésitez pas. Je vais mieux. Dire que je vais bien à 100%, ce serait un peu mentir, mais je vais beaucoup mieux. Mais déjà, c'est énorme. Je trouve que tu as pris la décision de travailler sur toi, d'aller voir quelqu'un. Je trouve que tu as vraiment eu c'est compliqué, des bons mais réflexes. Il faut. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se leurrer. Des fois, tu as besoin aussi d'une aide extérieure, tu vois. Il n'y a pas de honte. J'ai toujours le même entourage, donc sur ça, ça suit son cours, et je suis très bien entourée par mes amis, par mon chéri. On a plein de projets, et de construire quelque chose d'utile autour de ce combat-là, ça m'aide beaucoup à aller bien, à me sentir utile, à aider les autres, à les conseiller, et j'espère vraiment qu'un jour, ma voix aura vraiment un vrai impact, quoi, tu vois. Et dans ton livre, du coup, tu raconteras ton histoire ? Toute mon histoire...
Et aussi un petit peu pour qu'on comprenne mieux dans quel environnement j'ai évolué quand j'étais ado, un peu mon petit parcours sexuel, entre guillemets, comment j'ai forgé ma sexualité et comment ça aboutit à ça. Et il y a aussi pas mal de revendications politiques parce que c'est quand même un vrai sujet sociétal et il faut continuer d'en parler pour lever le tabou sur ça, quoi. Oui, le livre va bien au-delà de toutes les interviews que tu as pu donner. On a beau regarder les interviews. C'est vraiment détaillé, quoi. D'accord. Bah, pour l'instant, il n'est pas sorti, mais en tout cas, le jour où il sort, je mettrai le lien dans la description, comme ça, si on nous regarde un peu après. Bah, je te remercie beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Moi aussi, grave. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Thaïs en commentaire. Toujours dans la bienveillance, évidemment. Et si vous pouvez nous donner votre avis ou votre expérience. J'imagine que tu dois recevoir beaucoup de messages de filles à qui ça arrive. Est-ce que tu arrives de répondre à tout le monde. Et ça va psychologiquement, toi, ça te met pas... Au début, j'avais un petit peu peur que ça m'impacte un peu trop. Même mes proches me disent des fois, arrête, t'es pas une infirmière, t'es pas psy ou quoi. Mais dans la limite de ce que tu peux faire, en tout cas. Je connais mes limites et j'ai aucun mal à dire à une fille des fois que, attention, ce sujet-là me trigger un peu plus que d'autres ou quoi. Et j'ai aussi, j'en profite, mais au cas où, j'ai un canal Discord, sur lequel on peut parler et où tout le monde s'entraide, que trop des bien. Femmes, majoritairement. Donc n'hésitez pas. Bah, je le mettrai en description avec tes réseaux, avec toutes super. les infos. Merci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.